Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, l'Irlande, y a-t-il eu un génocide au 19e siècle? On va essayer de répondre à la question. Je voulais vous citer les vers d'une chanson de Bernard Lavilliers pour illustrer. Nous étions jeunes et larges d'épaules, bandits joyeux, insolents et drôles, on attendait que la mort nous frôle. On the road again. Au petit jour, on quittait l'Irlande, et derrière nous s'éclairait la lande. Il fait là bien qu'un jour on nous pende. Voilà, il me semblait que ça évoquait assez bien le drame de l'Irlande. Et on va essayer de trouver les sources de ce drame. Donc j'ai sélectionné pour vous deux livres essentiellement, il y en a d'autres, mais un livre d'histoire, l'Irlande au temps de la Grande Famine. Alors, est-ce vraiment la source de toute cette révolte? On peut penser un petit peu quand même, parce que un cinquième de la population a disparu, a été effacé par la famine. Plus d'1 million de personnes ont dû immigrer dans ce laps de temps en 5-6 ans, hein, c'est énorme. Hein. Donc c'est également un autre cinquième. Avec les critères d'aujourd'hui, hein, ceux d'après 1945, donc c'est plus d'un siècle plus tard, hein, on peut estimer que c'est un génocide. Hein, voilà. Donc on va essayer de voir ça plus précisément. Donc je vais vous lire des passages de ce livre hein, historique hein, de Peter Gray. Hein. Je vais vous lire également sa pochette. Hein. Donc, les Irlandais du 19e siècle, paysans pour la plupart, sont les habitants les plus pauvres d'Europe. Leur subsistance dépend d'une seule et unique culture, la pomme de terre. Tandis que les propriétaires des terres, les Anglais, ne se soucient que d'exporter céréales et bétail. En automne 1845, une maladie inconnue ravage la pomme de terre. La population est décimée. L'Irlande se meurt. Catastrophe naturelle et oppression politique font soudre une révolte qui échouera. Peter Gray met au jour ce paradoxe. La famille a tué plus d'1 million d'Irlandais. Elle a poussé plus de 2 millions à immigrer. Mais de ce drame, vécu comme un crime anglais, est née la conscience nationale irlandaise qui conduira à la création en 1922 de l'État libre d'Irlande. Voilà. Alors ensuite, hein, donc pour accoucher en quelque sorte de la lecture de livres d'histoire, et puis d'expériences racontées également, hein, des livres, des romans. Hein. Donc j'en ai sélectionné un pour vous d'un breton, hein, Hervé Jaouen, L'adieu au Connemara. Donc on y reviendra tout à l'heure. Adieu au Connemara, donc c'est publié aux presses de la Cité. Hein. C'était publié quand ça j'avais noté, c'était en 2003. 2003 voilà. Et celui-ci, donc, on le trouve, c'est chez Gallimard, hein, dans une collection, c'est la découverte Gallimard. Hein. Voilà, donc l'Irlande au temps des grandes familles, livre d'histoire, petit livre d'histoire. Voilà, donc j'ai sélectionné des pages, page 14. Page 14, donc la conquête de l'Irlande. Voilà. Terre de tradition celtique, l'Irlande a été partiellement colonisée par les Anglo-Normands dès le XIIe siècle. Mais ce n'est qu'au XVIe siècle que commence véritablement l'entreprise de conquête. Durant 2 siècles, guerres, rébellions et confiscations de terres marquent l'expansion de l'autorité anglaise. Des régions entières sont ravagées, vidées de leurs habitants, puis repeuplées, avec des fortunes diverses par des colons anglais, gallois et écossais. Il faut attendre la fin du XVIIe siècle pour que la croissance démographique reprenne. Vers 1700, l'Irlande compte 2 millions d'habitants. La brutalité de la conquête, le remplacement des propriétaires catholiques par leurs conquérants protestants, vont laisser dans la société une trace profonde que ne parviendront pas à effacer les apports de la colonisation, la modernisation des techniques agricoles et l'introduction de nouvelles cultures, parmi lesquelles la pomme de terre. Destinées surtout à accroître les productions exportables, les innovations sont en effet mal acceptées par les tenants
fermiers locataires des terres. Sous le calme apparent du XVIIIe siècle, l'Irlande gaélique conserve une animosité intacte. L'expropriation de l'élite catholique est assimilée aux injustices subies par les plus défavorisés. Donc c'est une autre société qui vient coloniser. Hein. Ils ne parlent même pas la même langue. Hein. Les Irlandais, aujourd'hui, parlent tous anglais, mais à l'époque, pas du tout. Ils parlaient une langue celtique, le gaélique. Hein. Et les Anglais, au début, ont la même religion, mais tout ça va changer en plus, donc ça va causer des fractures. On a affaire à deux sociétés différentes, dont l'une essaie d'effacer l'autre. Voilà, donc ensuite, page 19, William Pitt. Alors c'est plus tard, hein, c'est le 19e siècle. On avance dans le temps, quoi. William Pitt profite du soulèvement de 1798 pour proposer l'acte d'union au vote, mais il lui est plus difficile qu'il ne pensait de convaincre le Parlement irlandais de s'autodissoudre. Pour parvenir à ces fins, le gouvernement fait miroiter aux marchands les avantages de l'union que l'union promet au clergé catholique qu'une émancipation suivra et offre des compensations aux protestants qui détiennent sièges et postes politiques. Une mesure que Lord Castlereagh, secrétaire en chef pour l'Irlande, qualifie de complet rachat de la corruption irlandaise. Les opposants condamnent la manœuvre et décrètent l'union illégitime. L'espoir qu'un Parlement uni soit plus libéral s'évanouit bientôt. L'acte abolit le Parlement irlandais et donne à l'Irlande une centaine de sièges à la Chambre des communes. À Londres, l'administration de Dublin reste inchangée. Elle est dirigée par un vice-roi, le Lord Lieutenant, et par le secrétaire en chef pour l'Irlande, le Chief Secretary. Tous deux, nommés par Londres, sont en général anglais. Vous voyez, alors 1798, c'est au moment de l'intervention française, là-bas, avec le général Imbert, qui tournera court, parce qu'il n'avait pas débarqué assez de soldats français. Hein. Voilà. Ensuite, page 29, l'asile des pauvres. Page 29. La loi sur les pauvres, adoptée en 1838, découpe l'Irlande en 130 unités dotées chacune d'une rock house, un asile où les indigents valides sont hébergés et entretenus en échange d'un certain travail. Les unions sont gérées par des bureaux de bienfaisance, élus par les contribuables locaux et responsables devant un commissaire à Dublin. Les asiles peuvent accueillir 100 000 personnes au total, alors qu'une commission royale avait recensé en 1836 2 400 000 personnes en état de pauvreté. Le système prétend décourager le paupérisme en imposant un régime de fer, travail, nourriture, frugal et séparation en fonction de l'âge et du sexe. Autant dire que les bénéficiaires haïssent ces asiles qui, avant 1845, sont fréquentés seulement par les vieillards, les malades et les indigents à bout de ressources entre deux récoltes. La loi sur les pauvres n'avait pas pour objet de faire face à la famine. En 1842, lorsque des régions isolées à l'ouest de l'île subissent de mauvaises récoltes, des secours sont organisés localement. Alors donc, page 35, le mildiou. Page 35, le mildiou. Le mildiou de la pomme de terre est dû à un champignon, le Phytophthora infestant, qui se développe en milieu tempéré et humide et se propage par des spores transportés par le vent ou l'eau. Il attaque d'abord les feuilles et la tige, puis sur terre le tubercule. Ça je connais un petit peu parce que je suis allé quelques années dans les Cévennes, un lieu où on ne connaît quasiment pas le mildiou, et puis une année, il y a eu, avec le dérèglement climatique, il y a eu abondance d'eau au printemps, et là de seul coup il est arrivé le mildiou sur les tomates, sur d'autres légumes, et donc il a fallu traiter. Et c'est vraiment, ça détruit tout, hein, ça fait
des boursouflures sur les feuilles, donc interdisant toute possibilité de photosynthèse. Et c'était très destructif et très très rapide. Mais ça évolue en milieu humide. Alors l'humidité en Irlande, ça ils connaissent. Hein. Voilà. L'été 1845, pluvieux et sans soleil, favorise son développement à une vitesse record. Les régions touchées, les premières en Europe, durant la saison de pousse, seront le plus atteintes cette année-là. Mais le climat particulièrement humide de l'Irlande garantit aux champignons de beaux jours. Les botanistes font dans l'ensemble un mauvais diagnostic. Le pourrissement serait dû à l'humidité particulièrement élevée cet été-là. Quelques-uns songent bien à un champignon, mais les autorités scientifiques les ignorent. On mettra 30 ans à trouver un traitement approprié. Donc ça va être comme une traînée de poudre, hein, cette épidémie de mildiou. Page 40, Charles Trevelyan. Page 40. Ah non, Robert Peel d'abord. Page 39. Robert Peel, le Premier ministre, attribue tous les maux de l'Irlande à son retard social. Le maïs importé d'Amérique à bon marché doit selon lui remplacer la pomme de terre dans l'alimentation des paysans. Il faut que les paysans pauvres deviennent des ouvriers agricoles sans terre, travaillant contre un salaire pour les fermiers aisés. La production agricole irlandaise ne décollera que si cette réorganisation sociale s'accompagne de la libération du commerce et d'un investissement accru dans les exploitations modernes plus performantes. Il a la conviction qu'en supprimant les taxes qui entravent le commerce du maïs, il suscitera l'intérêt des négociants en grains. Alors, page 40, Charles Trevelyan. Charles Trevelyan, secrétaire adjoint de la trésorerie à Londres, est chargé de surveiller toutes les dépenses concernant les secours. À mesure que la famine s'étend, son influence grandit. Il va jouer un rôle déterminant dans l'organisation de l'aide à l'Irlande, imposant avec une énergie impitoyable son propre programme moraliste rigide. À partir de 1846, il n'a de cesse d'apprendre au peuple à compter sur lui-même pour valoriser les ressources de l'île plutôt que de recourir, en toute occasion, à l'aide gouvernementale. Page 41, certificat d'indigence. Pour avoir droit à un emploi d'assistance, il faut un certificat d'indigence, délivré par les comités de secours locaux composés de propriétaires fonciers, de gros fermiers, de membres du clergé et de notables. Certains comités sont accusés de favoritisme et même de trafic dans l'attribution des bons d'embauchage. Les plus nécessités sont ainsi souvent privés de secours. Au Bureau irlandais des travaux publics, un département spécial des secours est mis sur pied. Les inspecteurs, les ingénieurs, des comptables sont dépêchés dans les provinces. Mais tous vont rapidement être à la fois submergés par la demande locale et entravés par la rigidité des règles imposées par la trésorerie. Alors, page 43, laissez faire. Page 43. Dans certaines régions de Flandre, alors pas en Irlande, hein, la moitié de la population vit à l'irlandaise, c'est-à-dire de pommes de terre, de vinaigre et d'eau. La situation se détériore avec la perte de plus de 85% de la récolte en 1845 et la destruction de seigle en 1846. Le gouvernement belge dépense des sommes considérables pour fournir des vivres et des emplois publics jusqu'en 1848. Aux Pays-Bas, en revanche, les autorités choisissent d'ignorer la famine s'en remettant entièrement au libre-échange et à la doctrine du laisser-faire. Voilà, donc il y a une certaine unité de l'esprit protestant et libre-échangiste, cela allant de pair, que ce soit aux Pays-Bas ou en Angleterre. En fait, si les feignants en sont arrivés là, bah, ma foi, ils meurent, voilà, hein, c'est tout. C'est leur destinée. C'est une vision très libéraliste du commerce, surtout quand ça ne les atteint pas, hein,
et très protestant de la lecture des évangiles. Voilà. Ensuite, page 47, ne pas intervenir. Ce raisonnement recèle un défaut majeur. Les importations américaines n'arriveront globalement qu'en printemps 1847. Après la famine de l'hiver, le grain exporté aurait pu permettre de faire la soudure et de sauver des milliers de vies humaines. Les responsables des secours ont soulevé le problème dès l'automne 1846. En vain, Peel lui-même déclare que l'interventionnisme appartient au passé. Le nouveau gouvernement libéral, formé par Lord John Russell, assure aux négociants en grains qu'il n'interviendra pas sur le marché et refuse d'utiliser les stocks alimentaires pour réguler les prix. Pour Charles Trevelyan, toute ingérence dans la logique de l'offre et de la demande est contre-productive. Mais dans de vastes régions de l'Ouest irlandais, où le commerce de détail est peu développé, pour ne pas dire inexistant, bien des habitants n'ont d'autre recours que les vivres fournis par l'État. Alors là, on est 47, donc page 51, émeute. Au bout d'un moment, ça énerve de mourir de faim. Donc, émeute. Les émeutes de la faim se multiplient en 1846-47. Les réserves étant limitées, le gouvernement est décidé à laisser les dépôts de denrées alimentaires fermés le plus longtemps possible, puis à vendre les stocks au prix du marché. Les désespérés sont obligés de voler pour rester en vie. La criminalité s'envole. La prison ou la déportation n'ont plus rien de dissuasif. En octobre 1946, à Dungarvan, dans le comté de Waterford, la troupe charge la foule qui attaque les boulangeries, faisant 2 morts. Les actions collectives de ce genre se raréfieront dans les dernières années de la famine. Alors, 54, charité. Page 52. La charité privée au secours des indigents. À mesure que la nouvelle de la tragédie irlandaise se répand, les œuvres charitables privées se mobilisent. La première est la Société des Amis, les Quakers. Les philanthropes comme William Forster et James Hacktuck se rendent dans l'Ouest ravagé, distribuent de l'aide, témoignent publiquement de ce qu'ils ont vu et de l'échec des travaux publics. Beaucoup de Britanniques répondront à l'appel. En janvier 1847, l'Association britannique de secours à l'Irlande et à l'Écosse est créée à Londres avec l'appui du gouvernement. La reine Victoria ayant fait un don de 2000 livres, les fonds collectés dépassent bientôt 435 000 livres. De nombreux chroniqueurs écrivent que si l'aide d'urgence est vitale, le devoir du gouvernement est de veiller à ce qu'à l'avenir, elle ne soit plus nécessaire. Trevelyan ne tarde pas à utiliser les deniers de l'association pour son propre programme, mais il n'aura pas la haute main sur l'ensemble des œuvres. Les collectes sont organisées à travers tout l'Empire britannique jusqu'aux Indes, où les soldats irlandais en poste participent autant qu'ils le peuvent. En Grande-Bretagne, comme à l'étranger, protestants et catholiques œuvrent séparément, chacun versant à ses corps-légionnaires irlandais les fonds à distribuer. Chacun son truc, quoi, hein. Alors, une bonne purge, page 61. La loi sur les pauvres élargie, votée en juin 1845, donne droit à des secours aux indigents valides en dehors des asiles, rendant les communautés locales responsables de l'aide à toute la misère locale. En Angleterre comme en Irlande, nombreux la jugent d'autant plus souhaitable qu'elle est âprement combattue par les propriétaires irlandais. Le gouvernement n'en fait pas moins d'importantes concessions aux autorités foncières, aux intérêts fonciers. Il accepte notamment la clause du 4 acte, qui exclut du bénéfice d'assistance tout fermier cultivant plus d'un quart d'acre, environ 10 arts. L'idée était que quiconque n'arrivait pas à faire vivre sa famille devait devenir un ouvrier agricole sans terre. Les propriétaires se serviront de cette clause pour débarrasser leur domaine des paysans en surnombre.
Au sein du gouvernement, le ton est résolument donné par ceux qui sont pénétrés de leur propre interprétation de la famine et sont en cela plus près de l'opinion publique britannique. Pour Wood, il est temps de régénérer l'Irlande par une purgation de misère et de faim. Alors, page 64, cruauté du système. 64. Page 64. Le retour à la normale annoncé n'a pas lieu. Si la moisson apporte en effet quelques améliorations au sort des fermiers de l'Est et du Nord, elle n'offre qu'un mince répit à la majorité des travailleurs sans terre et des tout petits agriculteurs, surtout dans l'Ouest. L'économie basée sur la pomme de terre s'est totalement effondrée et l'emploi reste désormais rare. La plupart des petits fermiers n'ont pourtant pas d'autre alternative sérieuse que cette dernière. Ils n'ont pas de quoi acheter des semences. Malgré ses exhortations à cultiver d'autres produits, le gouvernement s'est refusé à distribuer en 1847 plus qu'une quantité symbolique de semences, de navets et de choux. Il compte sur les propriétaires ou les quakers pour prendre le relais. Les embauches pour la moisson et l'immigration ont permis de supprimer la soupe populaire sans trop de remous. Mais la cruauté et la folie qu'il y avait à abandonner l'Irlande à sa seule loi sur les pauvres n'allaient pas tarder à se manifester. Donc, page 68, expulsion. 1847, expulsion en masse. À partir de 1847, on assiste à des vagues d'expulsions massives qui vont aller croissant dans les années notamment dans les comtés de Clare et de Mayo, à l'ouest. Les statistiques nationales effectuées pour la première fois en 1849 donnent une idée de l'ampleur du phénomène. De 1849 à 1954, près de 50 000 familles, soit 250 000 personnes, sont définitivement chassées de leur foyer. Plutôt que de rallier les asiles pestilentiels, ces expulsés cherchent refuge dans des abris provisoires, le long des routes jusqu'à ce que la force publique, le désespoir ou la mort les en éloigne. Pour nombre d'entre eux, l'expulsion signifie arrêt de mort. À Belmet, par exemple, on voit arriver à la fin de 1847 des squelettes ambulants qui demandent l'aumône. Ce sont les survivants de 150 familles expulsées du domaine de Walsh à Erris. Donc, page 71, les cabanes. Les cabanes démolies. Vers 1847, les propriétaires qui louent à une multitude de petits fermiers ne parviennent plus à récupérer qu'une faible partie des loyers et des arriérés. Ah oui, quand on meurt de faim, on n'a pas les moyens de payer un loyer. Hein. Dans le comté de Mayo, par exemple, les Cotiers occupent plus de 85% du domaine de Lord Sligo. Criblé de dettes vis-à-vis de l'union de Westport et pour son domaine, Lord Sligo se déclare, comme beaucoup d'autres, dans l'obligation d'expulser s'il ne veut pas être lui-même expulsé et fait délivrer des milliers d'avis d'expulsion. Son voisin, Lord Lochan, chasse 2000 personnes de la seule paroisse de Ballinrobe et transforme ses terres en pâture. Les familles privées de logis se fabriquent des scalpins, abris de fortune construits avec des débris de leurs cabanes. Les plus déshérités creusent des scalps, des trous profonds, d'à peine 1 mètre qu'ils recouvrent de branchages ou de tourbes. Même de là, on les chasse de force. Dans le comté de Mayo en 1848, de nombreux expulsés mourront sur les bords des routes. Sublime. Alors, 87, l'indifférence. 87. La faillite des secours, l'indifférence. Les œuvres de charité sont à bout de souffle. Et c'est une Irlande chancelante, pour ainsi dire, privée d'aide, qui traverse l'hiver 1848. En juin 1849, le départ des Quakers donne le coup de grâce. Seul le gouvernement peut rassembler les fonds et mettre en œuvre les mesures nécessaires dans de nombreuses régions pour sauver la population, explique-t-il. Enfin, les Quakers.
le besoin urgent de fonds supplémentaires aiguise les divisions au sein du gouvernement. Charles Wood et Lord Grey se cramponnent à leur sacro-saint principe de laisser faire. Face au refus anglais d'accorder à l'Irlande autre chose que des miettes, Russell introduit en début de 1849 un impôt frappant le nord et l'est de l'Irlande pour secourir l'ouest. L'Ulster, qui ne se sent guère solidaire de ses voisins incapables, accueille très mal la mesure, qui est également vilipendée par les propriétaires comme un reniement du partage des responsabilités dans le cadre de l'Union. La plupart des agents de la loi sur les pauvres conviennent que la famine est une catastrophe qui concerne l'Empire britannique et que la charge ne doit pas en être infligée à l'Irlande seule. Edward Twistleton démissionne au mois de 1840, mars 1949 au motif que la misère ici est si horrible et l'indifférence de la Chambre des communes si manifeste qu'il se sentait l'agent d'une politique pour laquelle il avait peu de goût, l'extermination. Alors, page 91. Victoria, la reine Victoria. La reine Victoria en Irlande. Malgré la résurgence du républicanisme en 1848, la reine Victoria n'est pas impopulaire en Irlande. O'Connell a toujours tenu à manifester le loyalisme irlandais à une reine qui semble débarrassée des préjugés anticatholiques de ses ancêtres. La jeune souveraine débarque à Cobh, rebaptisée Queenstown, naturellement, en son honneur, avant de se rendre à Cork à bord d'un bateau à vapeur. Le cortège royal continue par mer jusqu'à Dublin et Belfast, où elle est accueillie dans la liesse par des cérémonies fastueuses et dispendieuses. De l'intérieur de l'île, la reine ne voit guère que le domaine modèle du comte de Leinster à Carlton, dans le comté de Kildare, où des fermiers triés sur le volet lui offrent un spectacle de danse folklorique. La visite royale stimule le tourisme anglais, mais n'a aucun des effets à long terme escomptés. Avec le temps, l'attitude de la reine vis-à-vis de l'Irlande ira se dégradant, tout comme le sentiment du peuple irlandais à son égard. Alors, page 94, le prix de la famine. Donc, elle n'a rien vu du tout, la reine Victoria, des réalités, quoi. Au recensement de 1851, la population de l'Irlande est tombée de 6 600 000 habitants. Si l'on prend en compte la croissance naturelle, le déficit total est de 2 400 000, soit plus du quart de la population. Distinguer entre les immigrés et les morts n'est pas chose aisée, mais les études récentes permettent de penser que la famine a tué environ 1 100 000 Irlandais. Quelles sont les victimes? Les pauvres, évidemment, plus vulnérables, mais aussi beaucoup de médecins et de membres du clergé, et ou des organismes de secours décimés par les épidémies, parce que de la famine découlent les épidémies. Les hommes sont un peu plus touchés que les femmes, mais ce sont les enfants de moins de 5 ans et les gens de plus de 40 ans qui payent le plus lourd tribut. L'action du gouvernement britannique devant la catastrophe irlandaise, notamment à partir de l'automne 1947, fut tout à fait inadaptée. De 1845 à 1850, la trésorerie a débloqué 8 100 000 livres pour les secours, dont un peu plus de la moitié en prêts remboursables quand même par l'Irlande. Lorsque, en 1853, les dettes résiduelles sont annulées, les montants nets des dépenses auraient été de 7 millions de livres, moins de 0,5% du produit national brut de la Grande-Bretagne en 5 ans. Un chiffre que les contemporains n'ont pas manqué de comparer aux 20 millions de livres alloués en dédommagement aux propriétaires d'esclaves des Antilles dans les années 1830. Disparité encore plus criante, près de 70 millions de livres seront dépensés pour la guerre de Crimée en 1854-1856. En fait, on a donné plus d'argent en Irlande qu'en Angleterre pour la famine. La taxe sur les pauvres et les emprunts des Lord Lowndes dépassent 8,5 millions de livres, grèvant les ressources de l'île.
Voilà, on les a laissés crever, quoi, hein, soyons clairs. Voilà, ensuite, page 102, Exode. La traversée de l'Atlantique. Deuxième ville d'Angleterre et plaque tournante de l'Empire britannique, Liverpool est un port de commerce en pleine expansion. C'est aussi le seul port capable de canaliser l'énorme trafic provoqué par le flot d'immigrants. La liaison Liverpool-New York, dopée par l'essor des échanges, s'est considérablement développée, mais la place les moins chères sont proposées par les transporteurs canadiens de bois qui, plutôt que de rentrer à vide, se trouvent bien aises d'embarquer des cargaisons humaines. Imaginez, hein, des cargos plein d'une population, c'est pas du tout adapté. Hein. Donc, le taux de mortalité devait être important. Hein. Le Canada est difficilement accessible l'hiver lorsque le Saint-Laurent est pris dans les glaces. Pourtant, en 1847, 110 000 Irlandais partent pour Québec, Saint John et d'autres ports. La même année, le vote aux États-Unis de la loi réglementant plus strictement l'immigration et portant le prix de la traversée à plus de 7 livres par personne incite de nombreux Irlandais à emprunter la route du Canada, moins chère et moins contrôlée. Alors, page 110, refoulée. Alors tous ne traversent pas l'Atlantique. Depuis de nombreuses années, les ouvriers irlandais fournissaient une partie de la main-d'œuvre en Grande-Bretagne. Mais ceux qui arrivent désormais poussés par la faim se heurtent à l'hostilité. Ce sont souvent les plus pauvres, ceux qui manquent de ressources ou de force pour aller plus loin. Ils arrivent en masse, en 1847 notamment, dans les villes industrielles de Lancashire ou le Clydeside, dans le sud du pays de Galles et à Bristol, confortant les stéréotypes britanniques sur la déchéance irlandaise. Liverpool est submergé. Le typhus sévit et l'attaque sur les pauvres doit secourir des milliers de gens. La loi anglaise sur les pauvres autorise à renvoyer les indigents d'où ils viennent. On en fera large usage contre les Irlandais. En 1847, 15 000 d'entre eux sont expulsés de Liverpool, remis dans les bateaux pour Dublin ou Cork et laissés en plan sur les quais. Des Irlandais résidant depuis longtemps à Liverpool sont également rapatriés. D'autres unions anglaises en feront autant, à moindre échelle. Alors, page 122, acculturé. La perte de la culture, quoi. La perte de la culture. Une société traumatisée. Il est sûr que la décimation de la population a laissé une blessure profonde. L'Est et le Nord ont rapidement surmonté le souvenir du drame, tandis que dans les régions de l'Ouest, où l'on parle gaélique, il reste plus longuement inscrit dans la mémoire. La traduction orale, comme les sources littéraires, suggère que dans les campagnes, l'atmosphère a changé. La vitalité culturelle d'autrefois s'est assoupie. Les traditions populaires ont périclité. Les foires, naguère bruyantes et joyeuses, se sont assagies. L'hospitalité a fait place à des comportements plus mercantiles. Tout cela dénote la supériorité démographique des gros fermiers, attachés à leurs valeurs de respectabilité et d'indépendance, mais aussi l'influence de l'Angleterre et de l'Amérique. La famine porte aussi un coup terrible à la langue irlandaise, le gaélique. L'usage de l'anglais s'était répandu au XVIIIe siècle, mais en 1845, plus de 4 millions d'Irlandais parlaient encore le gaélique. En 1851, il n'y en a plus que la moitié. Les victimes de la famine et les immigrants étaient majoritairement de langue gaélique. La famine renforce l'assimilation entre pauvreté, arriération et gaélique. Elle accélère l'abandon de ce dernier. En 1901, seulement 18% de la population, bilingue pour la plupart, continue à la pratiquer et dans les districts éloignés de l'Ouest. Voilà, donc c'est vraiment un génocide culturel hein, qui s'est déroulé là. C'est un effacement de culture. Donc, page 133, la dîme. Alors, la dîme. Le poids de la dîme. La dîme et autres redevances
que les Irlandais catholiques, dans leur grande majorité, doivent payer à l'Église protestante, hein, est une source de mécontentement. Sa suppression a été au centre des revendications des White Box à la moitié du XVIIIe siècle. La dîme est regardée partout comme un impôt onéreux et très nuisible à la culture de la terre, car le laboureur est obligé de la payer sur le produit de son industrie. Elle paraît en Irlande plus vexatoire que partout ailleurs. La très grande masse du peuple étant catholique, il semble dur aux paysans d'être obligés de maintenir un ministre du culte qui souvent est le seul protestant de sa paroisse et qui exige ses droits à la rigueur. En outre de la dîme ordinaire, il a droit presque par toute l'Irlande au dixième du lait de la vache, au dixième des œufs et des légumes du jardin. On sent aisément que ces conditions sont bien sévères lorsque le ministre exige ses droits en nature et surtout lorsqu'on réfléchit qu'il faut encore que ces pauvres misérables fournissent la subsistance de leurs propres prêtres catholiques. Ils ont souvent fait des réclamations à ce sujet auxquelles on ne pouvait guère faire droit sans renverser les lois de l'établissement comme on l'appelle, c'est-à-dire la religion établie. Voilà, c'est vraiment une expression très claire d'une tyrannie, quoi. Hein, voilà. Alors, page 150, génocide. Page 150. Donc, John Mitchell, qui avait été l'un des dirigeants de la Jeune Irlande, un mouvement irlandais, hein, condamne avec violence la politique britannique. 1,5 million de femmes et d'enfants ont été délibérément et froidement assassinés par le gouvernement anglais. Ils sont morts de faim, au milieu d'une abondance qu'ils avaient produite de leurs propres mains. Et il serait ridicule de vouloir faire la distinction entre ceux qui sont véritablement morts de faim et ceux qui ont été victimes du typhus, qui de toute façon est en Irlande toujours causé par la famine. D'autre part, je considère qu'il s'agit d'une fausse famine, c'est-à-dire une famine qui a ravagé une île riche et fertile, qui produisait chaque année bien plus que nécessaire pour nourrir ses habitants. Certes, les Anglais ont vu dans cette famine un don de la Providence, et l'ont attribué entièrement au mildiou. Mais la pomme de terre a connu le même fléau dans toute l'Europe. Ils n'ont pourtant pas eu de famine, il n'y a pas eu de famine ailleurs qu'en Irlande. Ça a eu lieu en France aussi, hein, mais il n'y a pas eu de famine. Par conséquent, la version britannique de l'événement est à la fois mensongère et blasphématoire. Si c'est le Tout-Puissant qui a envoyé le mildiou, ce sont bien les Anglais qui ont créé la famine. La soumission de l'Irlande est désormais assurée jusqu'à ce qu'une quelconque catastrophe mette à bas cette tentaculaire entreprise commerciale qu'est l'Empire britannique. Tant que dureront cette haine et cette horreur, tant que notre île refusera de devenir, à l'instar de l'Écosse, une province satisfaite de son sort, l'Irlande ne sera pas domptée. Le formidable élan nationaliste irlandais survivra à l'Empire britannique. Eh bien, c'est bien ce qu'il advient, ce qu'il advint. Donc, voilà la conclusion. Hein, c'est véritablement un génocide au sens de ce qu'on appelle, nous, le génocide aujourd'hui, hein, que ce soit pour ce qui concerne les vies humaines ou culturelles. Et bien sûr, ça aboutira à une séparation par la force de l'Irlande de l'Empire britannique. Voilà, donc ça c'était le livre d'histoire hein, qui pourrait être la source de ce livre, hein, l'Adieu au Connemara, qui est écrit par Hervé Jaouane, breton. Hein. Donc je vous lis la pochette. 1846-1847, la grande famine frappe l'Irlande. Le pays aux mains des Anglais est réduit à la misère et pleure plus d'1,5 million de victimes. Jocelyne Maloney, 18 ans, est l'unique survivant d'une famille de métayers du comté de Mayo, à l'ouest. Hein. À l'hospice de Ballinrobe, on a évoqué les hospices, hein, la jeune fille rencontre William Benson, héritier d'une lignée de landlords
donc les propriétaires, hein, révolté par le sort des Irlandais, il veut en témoigner et faire le récit de son voyage vers l'Amérique avec les immigrants. Benson propose à Joséphine de l'accompagner. Elle a tout perdu. Pourquoi ne pas tenter l'aventure? Portés par un profond attachement mutuel, William et Joséphine vont traverser les pires épreuves. Rien ne leur sera épargné. Parviendront-ils sains et saufs sur les rives du Saint-Laurent? Atteindront-ils ce Canada tant espéré? Dernier refuge et ultime espoir pour les âmes malmenées. On gardera longtemps en mémoire les pages bouleversantes de ce roman au cœur d'une Irlande blessée mais fière. Les personnages forts, l'humanisme, le talent d'Hervé Jawen et son amour des Irlandais font de l'adieu au Connemara un voyage inoubliable. Né à Quimper, Hervé Jawen est l'auteur d'une œuvre riche d'une trentaine de titres. Voilà, bon, vous verrez tout ça. Ensuite, je vous ai sélectionné 4 passages. Donc, page 15, vers l'hospice. Donc, on parlait des hospices tout à l'heure. Hein. Page 15. Pour s'y rendre, Joséphine a choisi de passer par les berges du Logmask. Ce n'était pas le plus court chemin, mais tant qu'à s'en aller pas pour toujours vers une fin probable au chevet des malades, et à défaut d'espérer trouver quelque chose à manger, autant se gaver de tristesse, étreindre les pierres blanches de Ballinshall Bay et verser dans le lac toutes les larmes qu'on a gardées en réserve, s'en débarrasser d'un coup, avoir les yeux en crue une bonne fois pour toutes, afin qu'ils demeurent à jamais secs. Là, porté par le vent qui s'aiguisait dans le cuir craquelé des eaux marbrées de vert, le bleu et de blanc, Joséphine a attendu, semblable au cliquetis des sabres et les harnachements des dragons lorsqu'ils défilent à cheval le long de Bowers Hulk, le tintement des massettes et des pioches des morts de faim qui travaillent au canal, sorte de lugubre crécelle des pestiférés qui, pour une soupe, s'échinent contre le roc. La tracée de l'ouvrage traverse le désert de pierre que Joséphine vient de quitter. Il y a environ 10 ans, les Anglais ont imaginé relier le Masque et le Croby, le Ballinrub et le Galway et l'Atlantique, en creusant un canal entre deux lacs. Ainsi pourront-ils plus facilement exporter le blé des plaines de Claremorris et la farine des minoteries de Ballinrub vers l'Angleterre et l'Europe, affamer encore plus vite l'Irlande, s'enrichir à ses dépens, exterminer ses habitants. Les financiers et les marchands ont mis à profit la famine pour embaucher à bon compte. Ils ne peuvent se résoudre à la charité. Les sentiments charitables sont éprouvés par des êtres humains envers d'autres êtres humains et non envers des porcs. Ce que nous sommes à leurs yeux, ne l'oublions jamais, Joséphine, disait Sin Maloney à ses filles. Ils offrent la soupe et la pièce à ceux qui vont au canal, sans songer que cette longue et large tranchée symbolise la fosse commune du Connacht tout entier. Connacht, c'est à l'ouest de l'Irlande. Voilà, donc page 102, légende de la Saint-Patrick. Page 102. Au-dessus de Craigpatrick, la spirale était aspirée par l'haleine des dieux couchés au-dessus des hautes nuées ocre et bleues. Comme un cobra enchanté par le joueur de flûte se dresse de son panier, une colonne se formait, oscillait et s'élevait, ainsi que les fumerolles d'un volcan. La légende voulait que du sommet de cette montagne, Saint-Patrick eût chassé les serpents d'Irlande. À son ordre, les reptiles s'étaient noyés dans l'océan et avaient été dévorés par les congres géants qui hantent les grottes marines de l'essaim d'îlots de Craig Bay. Au bas du mont, une autre vermine grouillait. Pour les Anglais, cette vermine était irlandaise. Il fallait les chasser. Pour les Irlandais, aux yeux aveuglés par les Sani, il n'y avait pas d'autre vermine que les puces et les poux qui leur suçaient le sang. Et pourtant, de toutes les vermines, la pire était celle qui paradait sur le quai de Westport
en bottes luisantes, redingotes brossées et jabots de dentelle. Elle se prenait pour Saint Patrick et jetait les descendants du prophète celte sous les crocs de l'Atlantique. Alors, page 129, l'année noire. Page 129. « 1847, l'année noire se préparait à accoucher d'1 million de morts sur un lit de blancheur. Je promenais ma désolation de comté en comté, mais comme il était dérisoire, mon spleen de nanti, comparé au destin de tous ces immigrés et des fins en puissance. Entre les cuisses ouvertes du G, vers le Noël que personne ne fêterait, près de 500 000 airs travaillaient à creuser les routes qui menaient nulle part. Je me suis arrêté au bord d'un chantier, dans un état voisin du délire. Plus d'un soir, alors qu'au crépuscule, l'angoisse m'envahissait, j'ai songé à maturer une balle dans la tête. J'ai noté fiévreusement des bribes de phrases coupées et recoupées par mes observations des semaines passées, dans je ne savais plus quel comté, quel village, quel hameau. J'avais la cervelle en bouillie, tant mon désir d'appartenir à la classe des bourreaux garantissait, je m'enfonçais dans la folie jusqu'à ce que je trouvais cet état moral qui m'a empêché de me détruire. Rendre la liberté à tous les tenants de Colorado Hall, abandonner la propriété, émigrer et vivre pour témoigner. Page 225, la traversée du Canada. 25, voilà. Okay. Allons, il faut que j'arrête de noircir le tableau. Malgré tout cela, le voyage d'aller s'est bien passé. Mais nous ne transportons que des marchandises. Le problème avec ces bateaux armés à la hâte, c'est qu'ils ne sont pas faits pour la haute mer. Ils ne naviguent que par vent portant. Tirer des bords est impossible. La hantise est de subir une longue période de vent contraire. Prions que cela n'arrive pas. Sinon, je n'ai pas saisi ce qu'il voulait dire par tirer des bords, mais en revanche, j'ai parfaitement perçu la sombre inquiétude qu'on contenait le sinon. J'ai prié M. Coudray de s'en expliquer. Oh, des chiffres, rien que des chiffres, Madame Brown. Des chiffres formant des nombres pour un très court inventaire qui semblait effrayer le second. 9000 gallons d'eau. 4000 livres de nourriture, pommes de terre et salaisons de porc. 328 passagers dans notre pont. 328 passagers? Comment est-ce possible? Ils étaient à peine 150 à avoir survécu au froid dans le dédale de Dewlog, puis satisfait à la sélection sur la rive de Killary, ai-je dit à M. Coudray. Bien sûr, Madame Brown, mais quand l'Antigonish a mouillé dans le fjord, il abritait déjà son quota, ou presque. Des immigrants embarqués à Siglo, et notre quota, ce sont 200 places sur les chalets, à raison de 70 cm par personne, et des vivres et de l'eau en proportion. Mon Dieu, mais alors, vous avez deviné notre problème. Monsieur Coudray a refait son inventaire pour une traversée censée durer 1 mois. 9000 gallons d'eau. En principe, cela pouvait suffire. Entre 3 et 4 litres par passager et par jour. Mais si le voyage se prolongeait, 4000 livres de nourriture. Le contrat établi entre l'armateur et le gouvernement précisait 7 livres par personne et par semaine. Pour 328 passagers pendant 30 jours. Il aurait fallu plus du double. Selon l'usage, l'armateur avait facturé le tout à la couronne et Millard en avait revendu la moitié. C'est du vol qui pouvait tourner au meurtre si jamais les vivres venaient à manquer. Espérons que ce vent de nordais continuerait de souffler jusqu'à Terre-Neuve. Voilà. Donc, c'est une très grande tragédie. C'est très bien écrit par Hervé Jaouen. Donc, je vous conseille vraiment de le lire. Hein. C'est pas toujours très drôle, il faut bien le remarquer, mais ça évoque bien la grande tragédie de ce peuple qui, heureusement,
à partir de 1922, parviendra à s'émanciper de la Grande-Bretagne. Voilà, je vous souhaite une bonne quinzaine à tous, parce qu'on se revoit dans 15 jours. Et puis, achetez mon livre, le Sable de Damas, c'est plus gai. Voilà, à très bientôt.